Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mater mon assiette. Chaque mois, je partage le micro avec un professionnel de la santé. Nous parlons alimentation, nous décelons le vrai du faux, nous nous appuyons sur des faits scientifiques mais partageons surtout des conseils pratiques pour y voir plus clair. Bonjour Anna, Bonjour Marie. tu fais partie de cette poignée de médecins qui accordent une importance particulière à l'alimentation dans leur prise en charge. Tu es pédopsychiatre et jusqu'il y a peu coordinatrice du service de santé mentale de Saint-Gilles à Bruxelles et maintenant tu y es responsable de l'équipe infanto-juvénile. Nous avons travaillé en tandem il y a quelques années puisque j'ai eu l'occasion de recevoir à ma consultation certains de tes jeunes patients accompagnés de leurs parents pour les aider à faire évoluer leurs pratiques alimentaires. Je pense que la première question que nos auditeurs se posent serait pourquoi, en tant que pédopsychiatre, l'alimentation t'intéresse particulièrement. Alors, merci Marie tout d'abord d'avoir pensé à moi et j'ai répondu favorablement à ton invitation parce que vraiment c'est un sujet qui m'intéresse, comme tu le sais. Alors, pourquoi justement j'accorde de l'importance à l'alimentation lorsque je reçois un jeune enfant ou un adolescent à ma consultation? Eh bien parce que je pense que en tant que pédopsychiatre, nous analysons les habitudes familiales, le passé, quel est le milieu dans lequel évolue l'enfant. Et donc je pense que ce sont tous des paramètres qui interfèrent, enfin qui interviennent, pardon, dans ce qu'on vit, et dans ce qu'on est, et tout autant que ce qu'on a dans son assiette. Et donc voilà, je pense que les gens deviennent de plus en plus attentifs à ce paramètre de vie, mais néanmoins nécessite encore un petit peu plus d'information et de sensibilisation. Par exemple, donner un médicament pour soutenir un syndrome dépressif ou alors un trouble déficitaire de l'attention, sans prendre en charge les aspects plus de l'hygiène de vie de base comme le sommeil ou l'alimentation. Pour moi, ce serait un non-sens. Est-ce que tu penses vraiment que ce que les enfants mangent ont un impact sur leur comportement? Je le pense, je le pense. Alors, deux aspects. Je pense qu'il y a un aspect plus par excès et l'autre par défaut. Alors, je m'explique. Par exemple, le fait de manger trop de sucre, trop d'aliments transformés qui contiennent des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût, interfère avec l'absorption des éléments nutritifs essentiels pour toute une série de cascades enzymatiques qui interviennent dans des phénomènes complètement indispensables au bon fonctionnement cérébral et donc du coup à toute une série d'aspects du bon fonctionnement cérébral, que ce soit l'humeur, la capacité de s'apaiser, et donc la gestion des émotions. Et donc quand je disais donc justement par excès, quand un enfant mange trop de sucre, par exemple, si on revient sur la question du sucre, il va empêcher la flore intestinale de, de croître correctement et de s'épanouir suffisamment. Or, cette flore intestinale est tout à fait indispensable justement à la bonne absorption de nutriments essentiels. Et en plus, cette flore intestinale intervient dans la synthèse de neuromédiateurs eux aussi tout aussi essentiels au niveau cérébral, comme par exemple la sérotonine. Alors tout à l'heure, je disais donc par excès et par défaut. Mais par défaut, justement, si on ne mange que des aliments transformés, très très pauvres finalement en éléments nutritifs de bonne qualité, eh bien on manque justement de ce qui est essentiel à notre corps pour bien fonctionner au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé mentale. Est-ce que tu constates une amélioration du comportement de tes jeunes patients quand une prise en charge nutritionnelle est proposée? Est-ce que tu constates une amélioration sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme? C'est difficile de répondre de manière généraliste parce que ça dépend un petit peu de la problématique, j'ai envie de dire, sous-jacente. En fait, moi, je trouve personnellement, de mon expérience, que si la famille s'y met, encourage le changement d'habitude alimentaire, diminue les sucres, diminue les additifs alimentaires et les colorants de manière générale, je trouve que ça va assez vite. Mais c'est encore une fois dans une prise en charge tout à fait globale. Je ne vais jamais proposer seulement de nous focaliser sur l'alimentation sans aussi, par exemple, regarder le sommeil ou alors avoir un petit coup d'œil sur le nombre d'heures passées devant les écrans. Mais néanmoins, je pense sincèrement que avoir une collation, avoir des chips en collation,
rend l'enfant beaucoup plus vite fatigué et beaucoup plus excité dans les heures qui suivent que avoir une pomme ou une tartine de pain complet. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, je reviens à ta question de base. Je pense qu'on voit assez vite les résultats, mais encore une fois, si toute la famille s'y met. Et alors, je disais que ça dépend aussi de la problématique parce que un enfant qui vient pour un trouble plutôt dépressif, je pense aussi que ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, ça dépend vraiment de ce qui les amène à pousser ma porte de consultation. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que, encore une fois, intervient le motif de consultation, mais quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau parce qu'il est déprimé, voilà, je vais utiliser le terme de déprimé plutôt que dépressif. Et là, je pense voilà, à des adolescents, donc un petit peu plus âgés. Il y a aussi la question de l'image du corps, il y a aussi la question de ce qu'on est capable ou pas de relever comme défi, de prendre soin de soi. Et donc, manger correctement, ça permet de prendre soin de soi différemment aussi, et du coup de se sentir mieux dans sa peau, d'avoir une image de soi qui est améliorée. Et donc, de ce fait-là, l'alimentation et le fait d'avoir une attention particulière à son assiette, indirectement aide aussi. La famille doit être impliquée. Je pense que c'est vraiment essentiel Complètement. dans la prise en charge des enfants, parce que si le problème est mis sur l'enfant, mais la remise en question familiale est parfois assez lente, et je me suis souvent retrouvée face à des parents qui veulent bien faire et veulent que leur enfant mange mieux sans pour autant, eux, changer leurs propres habitudes alimentaires. Et je pense que là, bon, c'est pas voué à l'échec, un petit peu défaitiste d'emblée de le prédire comme cela, mais en tous les cas, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être beaucoup plus contraignant si les parents continuent à avoir les mêmes habitudes alimentaires en astreignant l'enfant à en avoir d'autres. Tout d'abord, l'enfant, il a l'impression, il peut vivre ça comme une punition ou comme une médication et ne pas très bien comprendre ce qu'on lui demande. Et d'autre part, voilà, il faut qu'il y ait un mouvement général pour que ça puisse vraiment porter ses fruits, que ça s'inscrive dans la durée. C'est impensable de se focaliser seulement sur l'enfant. Il faut que toute la famille prenne conscience de l'importance et de l'impact de l'alimentation sur le bien-être et la santé physique autant que psychique pour que ça puisse durer dans le temps. C'est comme les régimes. Si on veut perdre 10 kilos en une semaine, mais il est fort à parier que 2 mois, 3 mois plus tard, on se retrouve dans les mêmes difficultés de surcharge pondérale. Par contre, si on change nos habitudes alimentaires de manière peut-être plus progressive et avec une prise de conscience vraiment des bénéfices à long terme, les résultats seront tout à fait différents et beaucoup plus durables. Ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est finalement revenir à une alimentation naturelle pour les enfants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing fait bien son boulot, et donc les parents se tournent facilement vers la facilité, c'est-à-dire acheter des collations toutes faites, des Mhm. tartines jambon fromage à midi, ou voire pire, j'ai déjà vu pire dans les boîtes à tartines. Et finalement, notre message, ce serait vraiment de revenir à une alimentation naturelle, donc très peu transformée, le Oui, retour du fait maison, et pourquoi pas aussi inviter l'enfant à s'investir en cuisine, parce que je pense pourquoi qu'au pas. niveau de la dynamique familiale, et je pense que ça entre plus dans le côté de ton domaine, justement, ce serait de pouvoir profiter ou tirer parti de l'alimentation pour renouer les liens familiaux. Alors, d'une part, et d'autre part aussi, c'est aussi permettre à l'enfant d'être acteur finalement de de cette prise en charge et du fait de prendre soin de lui. Et donc, le rendre acteur, le faire participer, surtout pour les petits, c'est aussi une responsabilisation, mais dans le sens ludique et positif du terme, qui est approprié à son âge et qui va vraiment aussi être un moteur favorable à ce qu'on a envie d'imprimer dans la prise en charge. Ce que j'aime bien utiliser comme image ou comme plutôt idée, concept, quand on ouvre la question de l'alimentation avec les enfants et leurs parents, pour les sensibiliser un peu, c'est que quand ils ont envie de manger un petit biscuit ou une petite boule de glace ou un chips, veillez à avoir à l'esprit de limiter au maximum les aliments qui n'existaient pas il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un siècle, l'industrie agroalimentaire a vraiment connu un essor, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, industries dans notre société. Et donc, elle a appris à produire vite, de plus en plus, en grande quantité. Et pour cela, malheureusement,
elle a dû sacrifier de la qualité, elle a utilisé des pesticides, donc toute une série de choses qui sont mauvaises pour notre santé. Voilà, ok, je me fais plaisir, je m'offre une petite barre chocolatée ou un petit bonbon ce soir, mais je n'exagère pas. Ça doit vraiment être très très ponctuel parce qu'il y a 100 ans, ça n'existait pas et il y a 100 ans, les aliments et l'alimentation de manière générale étaient certainement beaucoup plus saines parce que beaucoup moins transformées. L'idée ici n'est pas de diaboliser le sucre, puisque moi j'entends quand même beaucoup de parents autour de moi qui le diabolisent littéralement, et donc qui suppriment le sucre de l'alimentation de l'enfant parce qu'ils ont lu sur Internet ou parce qu'ils ont vu un reportage ou parce qu'une copine a dit que le sucre excitait les enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas faire des conclusions trop hâtives. Il faut quand même se mettre d'accord sur la définition de sucre. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas diaboliser les glucides, mais par contre, le sucre raffiné, moi je serais d'avis de limiter au maximum. Parce que le sucre, il y en a vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments. Alors, manger des pâtes, il y a des glucides. Manger des pommes de terre, il y a des glucides. Manger un fruit, il y a du fructose. Voilà, c'est du sucre. Euh, Est-ce que dans mon thé ou dans mon chocolat chaud le matin, je rajoute un petit carré de sucre de canne ou alors je rajoute une petite cuillère de miel? Là aussi, c'est complètement différent. Mais bon, pour ne pas entrer trop dans le contrôle et dans des détails, je pense que l'idée principale, c'est de limiter au maximum les sucres raffinés. Si on a envie de donner un biscuit à son enfant, on donne un biscuit à son enfant, mais on n'en donne pas 10, quoi. Voilà. Cas, j'ai l'impression que finalement, restreindre trop l'enfant, des aliments qui sont des aliments dits de type plaisir, Voilà. pourrait aussi être une source de frustration. Oui, Et alors oui, donc là je comprends un petit peu mieux si ça va jusque là, la volonté de certains parents que tu rencontres. Là, effectivement, moi je pense que c'est contre-thérapeutique, j'ai envie de dire. Et ça risque d'amener exactement l'effet inverse que celui recherché. C'est-à-dire que l'interdit va toujours pousser l'enfant à vouloir être dépassé. Et donc, je pense que c'est aussi donc, du coup, ça peut être la porte ouverte à des troubles alimentaires par la suite, ce qui serait vraiment dommage. Tout est une affaire de dosage. Préparer une pâtisserie maison avec du sucre de coco, ma foi, ou avec des dattes à la place du sucre, mais voilà, c'est très bien. Et le plaisir fait partie aussi du bien-être. On revient finalement à la santé mentale, fait partie aussi, et heureusement, du bien-être psychique. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on mange un petit carré, alors attention hein, aux auditeurs, il ne faut pas exagérer, mais à chaque fois qu'on mange un petit carré de chocolat ou quelque chose qui nous fait plaisir, que l'on apprécie, eh bien, la voie du plaisir dans dopaminergique, donc au niveau cérébral, est activée. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est important de doser ces petits moments de plaisir. C'est cette voie-là qui est activée notamment par le sucre, et c'est pour ça qu'on voit toute une série d'articles qui parlent du sucre comme une véritable drogue. Et donc, encore une fois, je pense c'est une question de mesure et de bon sens. Quand je dis bon sens, ben, se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a 100 ans, on mangeait autant de barres chocolatées? J'en ai envie d'une, je m'en offre une, mais je la mange avec conscience et en pleine conscience, justement. Et dosage, ben justement, j'exagère pas tous les jours. Et je pense que si on a cette question de dosage et de bon sens à l'esprit, on peut pas vraiment se tromper. on l'a dit précédemment, beaucoup d'enfants consomment beaucoup trop d'aliments transformés, donc ils n'ont pas assez d'éléments nutritifs essentiels, donc des bonnes vitamines, des bons minéraux, des bonnes graisses, qui favorisent ce bon équilibre intestinal dont on a parlé précédemment. Est-ce que tu supplémentes les enfants que tu prends en charge? Oui, effectivement, lorsqu'un patient vient me rencontrer, évidemment, ça dépend de la problématique qui l'amène à me consulter, mais je propose, outre une prise de sang pour faire un petit peu un bilan de base, je propose souvent des suppléments d'oméga 3, ce qu'on appelle les bonnes graisses, et ce pour voilà, favoriser le bon fonctionnement cérébral de manière générale, parce que ces bonnes graisses se retrouvent très très peu dans l'alimentation de la population générale. Donc les oméga 3, le magnésium et le zinc, ça ce sont deux oligo-éléments que je prescris également, parce que justement ils interviennent
notamment en tant que cofacteur dans des cascades enzymatiques, encore une fois, indispensables, soit au bon fonctionnement cérébral, soit à la production de neuromédiateurs. Et donc, ça, en général, je prescris les trois en même temps, donc oméga 3, magnésium et zinc, une cure de plus ou moins 2 mois. Et alors, tu parlais de la pauvreté finalement en nutriments essentiels de bonne qualité dans l'assiette des enfants, de par le fait qu'ils consomment trop d'aliments transformés. Mais j'ai envie de rajouter que malheureusement, même au sein de familles qui prennent soin de, de limiter justement les aliments transformés, eh bien on vit dans une époque où les nutriments, les aliments sont beaucoup moins riches en vitamines, en oligo-éléments que justement il y a 100 ans. Parce que les sols sont beaucoup plus pauvres qu'avant. Bref, je parlais tout à l'heure de l'industrie agroalimentaire, on ne va pas en faire un débat, mais tout ça pour dire que souvent, au zinc, au magnésium et à l'oméga 3, je rajoute un complexe multivitaminé en fonction, encore une fois, de l'état général et souvent en m'aidant de la prise de sang. Et tout cela sous forme de cure, limitée dans le temps, bien entendu. Je pense qu'il est quand même important de rappeler à nos auditeurs qu'il est quand même fortement déconseillé de supplémenter soi-même son enfant et que l'avis d'un médecin ou du pédopsychiatre justement est indispensable avant de mettre ce type de traitement en place. Absolument, Marie. Donc, tu fais bien de soulever la question parce que, en effet, en termes de durée de supplémentation ou de qualité même de suppléments, euh, c'est vraiment important, essentiel qu'un médecin puisse accompagner le patient. Et oh, c'est nul. C'est vraiment essentiel que le patient puisse être accompagné par un avis médical. Alors Anna, si je comprends bien, vu que tu abordes la question quasi systématiquement de l'alimentation dans le cadre de tes consultations, dans quelle situation estimes-tu qu'une prise en charge nutritionnelle parallèle à la tienne est utile? Eh bien, tout simplement, voilà, moi je ne suis pas nutritionniste, je suis très sensible à la question, mais je ne fais pas que parler d'alimentation durant mes consultations. Et donc, j'estime que c'est important de pouvoir dissocier les prises en charge pour que ce soit clair aussi, autant pour le patient que pour les parents, de qui fait quoi, et surtout un accompagnement un petit peu plus dans la durée, un renforcement des habitudes doit être réalisé. Alors, j'ai à l'esprit aussi quelque chose dont on n'a pas parlé pour pouvoir mieux étayer, mieux répondre à cette dernière question. C'est notamment dans les situations où les patients ont pris du poids en lien avec une médication psychotrope, parce que ça arrive, et donc, ou alors en lien avec des troubles psychiatriques, notamment les troubles du comportement alimentaire. Et donc, dans ce cas-là, moi je trouve que c'est utile, voire indispensable, d'avoir en parallèle un accompagnement combiné par une nutritionniste. Alors, un autre aspect pour lequel je trouve que c'est vraiment essentiel euh, de donner sa juste place à l'alimentation dans la santé, qu'elle soit physique ou mentale, c'est l'aspect prévention. On sous-estime, on oublie, on a oublié à quel point le fait de manger sain, simple, peut prévenir déjà toute une série de maladies du corps. Je pense qu'on a suffisamment d'informations à ce niveau-là, mais aussi toute une série de, de troubles aussi psychiques, que ce soit au niveau de la gestion émotionnelle, euh, de l'hyperactivité, ou même de symptômes comme la tristesse, ou même la dépression. Merci Anna d'avoir participé à ce podcast. Merci Marie, avec grand plaisir et au plaisir de t'accompagner dans un autre podcast. L'alimentation devrait être un point important de la prise en charge pédopsychiatrique. C'est une évidence pour les troubles du comportement alimentaire comme la boulimie ou l'anorexie, mais beaucoup moins quand il s'agit de troubles du comportement. De plus en plus de praticiens ont une approche plus holistique, soit globale de la santé, donc n'hésitez pas à en parler à votre pédopsychiatre. Nous retrouverons Anna dans un prochain podcast sur le mécanisme de prise de poids sous antidépresseurs et comment gérer les effets secondaires grâce à l'alimentation. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.